Les tendances dans le rap vont de plus en plus vite et celle des rappeurs SoundCloud est arrivée aussi vite qu'elle a disparu. Et telle une vague inattendue, cette tendance a emporté avec elle un tas de rappeurs qui jouissaient d'une grande popularité il n'y a encore pas si longtemps. Et parmi ces rappeurs, Lil Xan. Lil Xan rassemblait en lui tous les attributs du rappeur de cette époque-là. Tatouage sur le visage, consommation de dope de prescription, popularité en ligne sur SoundCloud et YouTube, bref, tous les clichés. Mais dû à une très mauvaise gestion de sa carrière et certains propos qu'il a tenus, Lil Xan a fait tout ce qu'il fallait faire pour saboter sa carrière en un temps record. Et dans cette vidéo, on va faire l'autopsie de sa carrière. On va revenir en fait sur toutes les choses qu'il a mal faites. On va tenter aussi de l'expliquer. Et bien sûr, j'attendrai votre avis en commentaire. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Meilleure intro du game, hands down. Ça bouge pas. D'ailleurs, si t'es d'accord, like cette vidéo. Ouais, il faut liker les vidéos à fond parce que quand vous likez les vidéos, elles cartonnent vraiment. Regardez celle de Snoop Dogg. Merci d'ailleurs, vous avez assuré. Donc j'attends de votre part un maximum de likes sur cette vidéo aussi si vous appréciez le contenu. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à annoncer que le Discord de Iconic est enfin ouvert. Alors pourquoi on a fait un Discord? Alors tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et ici sur YouTube, vous êtes très actifs, vous commentez, vous avez votre avis et je me suis dit justement que sur le Discord, ça pourrait être intéressant de créer différentes catégories où vous pourrez échanger sur différents sujets. Musique, mode, business, gaming, cinéma, etc. Donc il y a plusieurs catégories et pour les personnes qui ont pris un abonnement au site, j'ai créé des discussions privées entre nous pour que vous puissiez interagir entre vous et surtout pour que vous puissiez relever les challenges qu'on va mettre en place ensemble. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Tout commence en 2016. Il se prénomme encore Diego. Il habite à Redland, une banlieue résidentielle en Californie. Il est alors photographe et son rêve est de faire carrière dans le monde artistique. Il ne sait pas encore exactement dans quoi, potentiellement dans la photo, mais le milieu de la musique l'attire particulièrement. Alors l'un de ses plus gros plugs à cette époque-là, c'est de shooter pour les artistes underground et parmi eux, il y a un certain Steve Cannon qu'il shoot régulièrement lorsqu'il est de passage en ville ou dans les alentours. Et à force de travailler ensemble, ils deviennent amis. Et Lil Xan devient le photographe non officiel de Steve Cannon et de son collectif. Alors cet appareil photo, c'est son seul espoir de faire carrière dans quelque chose parce que en dehors de la photo, le parcours scolaire de Lil Xan est catastrophique. Il arrête l'école à un âge scandaleux. Si tu reportes ça à la France, c'est la troisième. Donc il arrête vraiment très tôt. Et dans l'adolescence, il va prendre de mauvaises décisions. Et la principale, c'est de toucher au Xanax et à d'autres drogues récréatives. Et c'est ainsi qu'il deviendra addict à tout ça. Il explique que c'est entre 2013 et 2015 à peu près qu'il devient addict. Mais tu vas voir que dans l'histoire, ce ne sera pas la seule période malheureusement où il retombera dans tout ça. Le fait d'arrêter à l'école et la drogue ne seront pas les seules mauvaises décisions pour Lil Xan, puisqu'il y en aura une autre. Bon, elle est moins nocive pour la santé pour le coup, mais elle reste quand même grave puisqu'elle va impacter ta trajectoire dans la vie. Cette décision, c'est de se tatouer le visage. Initialement, cette mode était réservée aux membres de gangs, mais elle s'est petit à petit démocratisée et répandue sur les rappeurs, en particulier sur les kids adeptes de cette subculture émergente du rap, le mumble rap, le cloud rap, bref, le SoundCloud rap. Et donc Diego fait son premier tatouage à l'âge de 18 ans, juste en dessous de la joue. Et justement, pour la jouer smooth et éviter de se faire gronder par sa mère, il décide de se tatouer le nom de celle-ci. Ouais. Le Candy que tu vois en dessous de son œil, c'est le prénom de sa maman. Ce choix va automatiquement le mettre dans une direction précise. Et cette direction dit « Tu ne vivras pas une vie conventionnelle car personne voudra embaucher quelqu'un avec cette tête-là. Tu devras absolument donc réussir dans le domaine artistique. » On se rend pas compte, mais c'est une pression assez énorme. Tu devras absolument réussir, sinon c'est la dégringolada. Alors, ce tatouage, il le fera après qu'il décide de se lancer dans une nouvelle carrière, après qu'il lui soit arrivé une galère. Le vol de son appareil photo.
Alors, il s'est fait voler son appareil photo à l'un des concerts de Steve Cannon, donc la catastrophe pour lui. Comme je te l'ai dit, c'était donc le seul moyen pour lui de potentiellement s'en sortir et de faire un métier qui le passionne. Ayant noué une amitié avec Steve Cannon et plein d'autres artistes, Diego décide de prendre une décision donc qui peut paraître surprenante. Diego ne veut plus être derrière la caméra, mais devant. Autrement dit, il veut être rappeur. Après tout, il a le look, l'attitude et les codes de cette nouvelle scène qu'il suit depuis ses prémices. Au départ, il choisit le blaze de Baby Naquil, mais il est très vite rebaptisé Lil Xan. Un nom s'imposant presque à lui au vu de sa consommation élevée de cette drogue de prescription. À force de passer des heures en studio ensemble, Lil Xan, Steve Cannon et encore un certain Harris Ray développent une alchimie musicale et c'est ainsi qu'il décide de créer un collectif, Low Gang Collective. Et d'ailleurs, il fera un tatouage sur le visage en guise d'officialisation. Tattoo it so you know it's real. Bien évidemment. On est alors en 2016 à ce moment-là et c'est une année marquante pour les rappeurs SoundCloud. C'est un excellent timing pour Lil Xan et ses gars et justement ils vont faire en sorte de profiter un maximum de ça. Il sort donc ses premiers sons sur SoundCloud en 2016. Alors la vibe underground de ces morceaux lui ont permis de drainer une audience très SoundCloud comme je le disais, proche de celle de Suicide Boys, XXXTentacion à ce moment-là, etc., etc. Donc à ce moment-là, il a pu trouver sa place et donc avoir une audience qui suivait un petit peu ce qu'il faisait. Et donc c'est ainsi que la carrière de Lil Xan décolle petit à petit. Et c'est ainsi qu'il enchaîne les morceaux en fait sur la plateforme et qu'il devient incontournable. Mais le meilleur reste à venir pour Lil Xan. En effet, en 2017, le rappeur sort un single qui fera décoller sa carrière. Je pense que tu le connais, c'est sûrement le morceau avec lequel tu l'as connu en premier, c'est Betrayed. Dans ce morceau, le rappeur de Redland parle de son nouveau style de vie de rappeur et surtout il dénonce dans le refrain les effets pervers de ses médicaments, le tout avec un flow nonchalant. Cette chanson est inspirée de son expérience avec les anxiolytiques dont Xan a été accro pendant 2 ans. Lorsqu'il sort ce morceau, le rappeur venait de sortir de cet enfer. Le moment parfait pour qu'il nous fasse part de son expérience. Et donc le morceau est un véritable carton. Le clip sera d'ailleurs tourné par Cole Bennett, le fondateur donc de Lyrical Lemonade, et ce sera à ce moment-là le clip le plus vu de sa page. Dans la foulée, Lil Xan est approché par une multitude de maisons de disques, mais c'est finalement avec Columbia Records qu'il décidera de signer. Bref, c'est le début de sa carrière, mais c'est aussi en réalité le début de la fin. L'année 2018 s'annonçait rayonnante pour Lil Xan. Il était au top de sa popularité et s'apprêtait à sortir son premier album solo, Total Xanarchy. Il venait d'ailleurs d'enregistrer un morceau avec Diplo, qui surfait d'ailleurs sur la vague du rap SoundCloud tel Kelly Slater au meilleur de sa forme. Mais ça, c'était avant ce moment-là. C'est où? The Born Music. Oh le con. Alors ça s'est passé chez Revolt, le média de Didi. Alors ce moment-là a fait basculer sa carrière. Alors qu'il est interrogé sur différents sujets sur lesquels il doit mettre une note entre 1 et 10, il fait l'erreur monumentale, non seulement de s'y pointer complètement défoncé. Alors après coup, il a dit qu'il avait fumé de la beuh avant. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il était dans l'un de ses médicaments là. Mais en plus de ça, il donne une note insultante à un monument du rap, à tel point que Revolt a été obligé de préciser que l'avis de l'artiste n'engage que lui. Alors au départ, la vidéo est passée inaperçue pendant à peu près 3 semaines. Mais d'un coup, un fan inconditionnel de Tupac la remet à la surface. Et ce fan, c'est Waka Flocka. Et en plus de remettre ce passage sur les réseaux sociaux, il ajoute un tweet succinct mais clair. Lil Xan est banni du hip-hop. Et T.I. a commenté juste en dessous qu'il en soit ainsi. Okay. Et c'est à partir de là que la descente aux enfers pour Lil Xan commence. Alors d'abord, tu as eu les OG qui ont commenté. You need to apologize, all right? And you don't need to apologize to Tupac or Tupac's fans. You need to apologize to whoever the f*** raised you
or who didn't raise you for raising you to be a dumb f***. I can't believe this is what hip-hop has become, man. I just can't. My mind is, like, blown, man. So, y'all need to watch some documentaries on hip-hop. People don't even know what hip-hop is. Alors il faut dire qu'au départ, Lil Xan n'avait rien pour être aimé des autres rappeurs. Il était déjà détesté, c'est sûr. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est un et donc ces rappeurs-là bousculent beaucoup trop les codes traditionnels du rap. Alors ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Alors déjà parce qu'ils ont une autre perspective, très souvent. C'est plus des vendeurs mais des consommateurs, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, ils ont tendance à oublier ce que les aînés ont fait pour eux au départ. Alors là, on parle de Lil Xan, mais avant Lil Xan, il y avait Lil Yachty qui a fait la même erreur. Overrated. I don't know. I can't say the same for him. I'm better than Tupac and Biggie. Donc tu as déjà deux rappeurs qui ont fait ça, mais à la différence de Lil Xan, Lil Yachty a derrière lui l'un des plus gros labels rap d'Atlanta, QC. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur QC, l'une des meilleures vidéos d'ailleurs, sur le site Iconic où je décortique un petit peu le label. Pour ceux qui veulent des LSD labels, ça se passe sur le site. Donc lui de son côté, ça va. Et de l'autre côté, Kodak Black, c'est un vrai rappeur qui a bâti sa réputation à Miami et qui est un monument culturel déjà un petit peu là-bas. C'est un petit peu le petit frère à tout le monde. Et il faut dire autre chose. Lil Xan vient de Redland, il est blanc, donc il est un petit peu accueilli dans la culture hip-hop. Bon, il est blanc, il est latino en réalité, mais à la côte ouest des États-Unis, les noirs et les latinos sont plutôt séparés, contrairement à la côte est où ils sont mélangés. Tu vois, je vais te donner un exemple. 6ix9ine, il dit le N-word assez souvent parce qu'il se considère de la communauté noire, tandis que dans la côte ouest, c'est très différent. Ils sont vraiment séparés. Donc physiquement, comme ça, quand tu le vois, c'est un blanc, cheveux mi-longs, SoundCloud rappeur. En plus de ça, il ne respecte pas ses aînés, tu vois. Donc ça fait pas mal de choses qui font que le rappeur a tout pour être détesté. Et aussi, il faut se rappeler d'une chose, sa carrière est un accident. C'est évident qu'il a percé sur un concours de circonstances. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'avais même pas envie de faire une vidéo sur lui parce que j'avais conscience que c'était pas vraiment un rappeur pour moi. C'était plus un opportuniste qui a surfé sur une vague parce qu'il avait le look, parce qu'il ressemble justement au public qui consomme cette musique. Mais derrière, il n'y a pas vraiment une passion. Et pour beaucoup, il faut aussi le dire, c'est que la période du rap SoundCloud est considérée comme étant la pire. Alors pour moi, c'est pas nécessairement la pire parce que c'est là où j'ai commencé mes vidéos et ça me dérangeait pas de faire des vidéos là-dessus. Mais pour la plupart des gens, c'est quand même la pire période. Donc la pire période où un rappeur éclaté, perce et manque de respect à une légende. Ça fait beaucoup. Et même certains youtubeurs, parce que ça vient pas de moi, donc du coup je préfère dire que ça vient pas de moi, c'est pas une analyse qui vient de moi, mais d'après certains youtubeurs, Lil Xan a bénéficié de la mort de Lil Peep. C'est bizarre de dire comme ça, mais au moment où Lil Peep meurt, en termes de timing, c'est excellent pour Lil Xan car il sort Betrayed, ça parle de Xanax, son prénom c'est Lil Xan, etc., etc. Donc effectivement, je pense qu'il a dû bénéficier un petit peu de ça aussi. Mais ça, écoute, c'est Internet, c'est un concours vraiment pour le coup de circonstances. Mais derrière, c'est un opportuniste qui ne respecte pas ses aînés. Après, lorsque je parle de boycott, alors on n'est pas sur un boycott comme 6ix9ine, non, parce que pour le coup, lui c'est vraiment un boycott. En fait, Lil Xan, il est juste boycotté par les rappeurs. Ça fait pas très bien de traîner avec lui. Par contre, l'industrie ne le boycotte pas spécialement. Mais en dehors de ça, Lil Xan a clairement saboté sa carrière seul. Lorsque tu regardes des interviews de No Jumper, etc., il est dit très souvent que Lil Xan ne se rendait pas aux rendez-vous, et même les rendez-vous importants, il ne travaillait pas assez sur ses albums, car il passait son temps à inviter des meufs, à passer le voir, à dépenser de l'argent dans des conneries. Why do you have 3 apartments? One for my parents, one for me and Eli, my hacker, and then one for the host. Et bien sûr, à consommer ce que tu sais. Mais bref, revenons à cet album. Total Xanarchy a vendu 28 000 copies la première semaine, ce qui est un succès commercial partiel. Mais par contre, en ce qui concerne la musique en elle-même, ça a été une catastrophe. Et ça, pas seulement pour les gens qui ne l'écoutent pas ou qui n'aiment pas le SoundCloud rap, non, pour les fans aussi. Un fan lui a même dit « l'album est éclaté », message venant d'un fan. Et Lil Xan lui a répondu que l'album a été fait à la va-vite et qu'il n'était pas en charge de la sélection de la tracklist. Alors, ce qui peut nous laisser penser
que Lil Xan est contrôlé. Alors effectivement, il doit avoir un contrat d'artiste assez verrouillé, ça c'est mon avis, mais en dehors de ça, la musique c'est lui qui la produit. Et justement, le fait de blâmer quelqu'un d'autre, c'est ça le plus gros problème de Lil Xan, et on va y revenir, c'est qu'il a tendance très souvent à blâmer quelqu'un d'autre pour ses propres erreurs. Et ce commentaire de Tupac aura un vrai impact sur sa carrière, puisque ça va le suivre, et lui de son côté, il a eu beaucoup de mal à gérer ce bad buzz. Clairement, Lil Xan a été mal conseillé. Donc clairement, il a failli se faire soulever à plusieurs reprises. Il y a même une fois où ça a failli dégénérer, c'est lorsqu'il a sorti son gun à une station-service contre un gars. Look at little Zan pulling a gun right now. Look at little get out. Il avait même essayé de régler la chose en jouant du Tupac dans l'un de ses concerts, mais ça sonnait tellement faux, tu vois, il chantait pas les sons. Il a mis California Love, donc tu vois, un morceau que tout le monde connaît, tu vois. C'est pas vraiment un fan de Tupac, donc c'était pas une bonne manière de gérer ce bad buzz. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les fans de Tupac, ils sont pareils que les fans de XXXTentacion, mais c'est juste qu'ils sont plus vieux et qu'ils portent des baggy. Non, clairement, c'est la même chose. C'est le même type d'artiste. Le type d'artiste avec un cult following, tu vois, avec des fans qui sont très dédiés, tu vois. Donc, lorsque tu dis quelque chose qui ne leur plaît pas, ils sont prêts à slide, comme diraient les rappeurs de Chicago, et à défendre leur artiste dans la vraie vie, même si cet artiste ne les connaît pas. C'est vraiment une observation que j'ai faite. Et le fait que Lil Xan l'ait dit comme ça dans un gros média, ça a dû être un enfer pour lui. En fait, le gros problème de Lil Xan avec ce commentaire, c'est qu'il n'a pas réussi à sortir de ce commentaire en créant une autre grosse news autour de lui. C'est-à-dire que tous ces rappeurs que j'ai cités, Lil Yachty, Kodak Black, etc., ils peuvent dire des choses grossières, s'excuser après, mais ça va continuer. Par contre, lorsqu'ils sortent de la musique, lorsqu'ils font des choses nouvelles, ils réussissent à s'extirper de ce bad buzz. Alors par exemple, Kodak Black a dit des choses assez insultantes sur Nipsey Hussle et sur sa femme, en gros. Je vais pas y revenir, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Kodak Black, va la voir, tu sauras exactement de quoi je parle. Mais depuis, il a sorti énormément de musique, et puis c'est vrai qu'il a été en prison, donc ça a fait beaucoup parler, et ça lui a permis de justement faire en sorte que le public passe à autre chose, et ça a fonctionné. Lil Yachty a fait pareil, tandis que Lil Xan a continué à s'empêtrer dans cette news, et ça a été le gros problème. Donc il a été dans l'incapacité à sortir de la bonne musique. Il s'est empêtré dans ce bad buzz, donc forcément, sa carrière a commencé à décliner. J'invente encore des mots. À décliner. Et d'ailleurs, à ma connaissance, personne de sa génération l'a soutenu. Hein. Ah ouais, tous les autres rappeurs SoundCloud, là, l'ont fui comme un paria. Lil Uzi Vert a même refusé publiquement un featuring avec lui. Tu sais, Lil Uzi Vert, dans sa période un peu sombre, triste, etc. Bref, tu connais. Il dit, je vais me remettre à Mumble. Et Lil Xan se dit, un frérot du Mumble, il veut tenter la connexion. Mumblons ensemble. Esprit de camaraderie. Et Lil Uzi Vert lui a répondu, je mumble seul. Waouh, frère. Entre 2019 et aujourd'hui, la carrière de Lil Xan n'a été que chaos. Entre les tentatives de désintoxication qui n'ont été qu'échecs et une carrière musicale au plus bas, le rappeur n'a pas su retrouver le buzz d'antan. Et entre cette période et maintenant, le rappeur a vécu tout un tas de trucs. Crise de nerfs, overdose, tout un tas de choses. Et il faut dire aussi que, au point de vue familial, ça a été aussi très compliqué pour lui. I just found out my dad is a fucking crackhead. No, stop. I just found out my dad is a fuck. Yo, look, they're really trying to take me off live right now. Avec le recul, lorsque tu regardes un petit peu tout ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux, les gens n'avaient pas envie d'avoir pitié pour Lil Xan. En fait, les gens le voyaient un petit peu comme un enfant gâté, ou alors comme un enfant qui fait sa crise. Par exemple, la fois où il a rayé sa G-Wagon Mercedes. I just did this to my car. Scratched it, keyed it up. I just bought it. I just bought this fucking car. Wanna know why I'm doing that? Because of mental fucking illness. All this materialistic shit don't mean shit in the world. And when they won't let you do, I'm owned. I'm a fucking slave. I'm a slave to my management. Et le fait qu'ils disent, voilà à quoi ça ressemble d'avoir des problèmes mentaux, tu vois. Bah, les gens regardent ça, se disent, ok, c'est le kids qui s'énerve, qui fait sa crise. Je suis un punk, j'en ai marre, etc. Tu vois, les gens n'ont pas eu pitié de lui et les gens n'ont pas vu à quel point il souffrait. Pour X ou Y raison, le public a choisi de ne pas vraiment le soutenir. Alors, quand je dis le public, je dirais pas ses fans parce que je suis certain que ses fans l'ont massivement soutenu dans tout ça. Mais je dirais globalement dans les médias et dans les gens en dehors de ses fans, tout simplement. Et après
Après la mort de Mac Miller due à la dépression et à sa surconsommation et d'alcool, Lil Xan prend la décision d'aller en cure de désintoxication. Et d'ailleurs, dans cette période-là, il est passé par plusieurs phases. Après la mort de Mac Miller, ça l'a beaucoup touché, d'ailleurs comme beaucoup de gens, je me rappelle aussi Schoolboy Q, Karen Civil, et dans cette période-là, Lil Xan voulait arrêter la musique. This ain't true, bro. Like, Mac did not overdose. Mac's still alive. Mac's still here. I just saw Mac 2 weeks ago. When your hero dies, I don't want to make music no more. Like, he was like the reason I made music. Et sa stratégie donc à lui, c'était de devenir une personnalité publique. Il avait même annoncé dans une story Instagram qu'il préparait une télé-réalité avec Netflix, mais ce projet semble tomber à l'eau. Donc plusieurs phases. Il voulait plus faire de la musique et devenir une personnalité publique, et puis faire de la musique et être une personnalité publique était un petit peu l'option finale entre guillemets. En plus de tout ça, c'était l'occasion pour lui d'aller une nouvelle fois en cure de désintoxication et de faire un rebranding. Alors c'est quoi exactement un rebranding? C'est ce qui consiste à améliorer ton image de marque en changeant plusieurs aspects de ton identité afin d'être mieux perçu. Ça peut aller de la couleur ou du slogan au nom lui-même. Et dans le cas de Lil Xan, il a tenté de changer de blase en utilisant son prénom, Diego, mais ça n'a pas tenu longtemps. Tout d'abord parce que Lil Xan n'est pas resté longtemps sobre, et d'ailleurs il le dit dans un morceau début 2019, donc au moment où il sort de sa cure de désintoxication, et il dit voilà, je suis toujours dans la drogue, tout simplement. Et aussi parce que musicalement, il n'a pas su évoluer et proposer quelque chose qui a su toucher son audience. Peu d'artistes sont capables justement d'évoluer avec son public. Et d'ailleurs, même la meilleure chose à faire, c'est d'évoluer un petit peu avant que son public se rende compte que tu es resté longtemps sur une même thématique. Je vais te donner l'exemple de XXXTentacion. Alors X avait compris que son public était friand de gros bangers trap, distorted comme ils disent, donc avec les grésillements là mal mixés pour turn up. Mais il avait conscience qu'il ne pouvait pas rester là. Il fallait absolument qu'il évolue. Et c'est comme ça qu'il a travaillé sur des ballades, sur des morceaux plus chantés. Et en réalité, des morceaux qui peuvent parler à un plus grand public, sans pour autant dénaturer qui il est. Et quand il a sorti l'album 17, ça a cartonné. Alors pas forcément tout de suite. Pour les fans, bien entendu, ça a plu tout de suite. Mais je sais que beaucoup de gens qui n'écoutaient pas de SoundCloud Rap ont écouté le projet de XXXTentacion après coup et se sont rendus compte qu'il avait un réel talent. Comme je vous l'ai souvent dit, je pense que ce rappeur-là aurait été dans le top 3 des artistes les plus populaires aujourd'hui. Ça, ce n'est que moi. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose. Et justement, ça n'a pas été le cas de beaucoup de rappeurs de cette génération-là. Et Lil Xan en tête de liste. Il souffre du syndrome 1985 de J. Cole. When Data Kids is listening, gon' grow up and get too old for that shit that made you blow up. Now your show's looking like cause they don't show up, which unfortunately means the money's slow up. Now you scrambling and hoping to get hot again, but you forgot you only pop cause you was riding trends. Entre ses problèmes familiaux, ses problèmes d'addiction et son contrat qui semblait l'avoir enchaîné à sa maison de disques et à son management, encore que ça je ne sais pas, et ben tous ces éléments-là ont fait que Lil Xan n'a pas su se renouveler et donc voir sa carrière décliner petit à petit. Mais parlons-en de son management. Ça faisait plusieurs mois, je dirais même années, que Lil Xan n'avait pas fait beaucoup parler de lui, mais c'est récemment, il y a à peu près 3 mois, qu'il est revenu sur Instagram Live et qu'il a fait une déclaration qui a fait donc beaucoup parler. Et c'est celle-ci. My manager's name, well, I don't even like to call him my manager anymore. Stat Quo. I was on tour. I was a drug addict back then, right? And my manager was supplying me with the drugs. So if I couldn't perform because I was withdrawing back then, he would make calls just to ship the drugs to wherever we were at in the world. And I'm really feeling like I should take him to court, right? Because that was the time I almost died. Lil Xan reproche à son manager de l'époque, Stat Quo. Pour information, Stat Quo, c'est un ancien artiste, un rappeur d'Atlanta qui a été signé à l'époque chez Aftermath et chez Shady Records, si je me trompe pas. Et cet artiste est passé d'artiste à manager et producteur et songwriter. Et donc il a plutôt fait sa carrière dans l'ombre des artistes. Et
ça a très bien marché pour lui. Et donc, Stetco manageait Lil Xan. Et ce que Lil Xan explique, c'est que ce gars-là lui aurait envoyé toute la drogue, etc. et que ce serait de sa faute si sa carrière n'est pas allée dans la bonne direction. Et donc, tu t'imagines bien qu'après cette déclaration, beaucoup de gens qui connaissent Stetco sont venus à sa défense. Et parmi eux, tu as Adam22 du média No Jumper. This is what I gotta say. Xan, you gotta stop playing the victim. I saw nothing but him trying to push you in the right direction to make smart moves with your career. And I just wholeheartedly do not believe for a second that Stat-Quo wanted you fucked up on drugs at all. I know for a fact he wanted the best for your career. Alors moi, ce que je peux dire de l'extérieur en observant la carrière de Lil Xan, c'est comme je t'ai dit un peu plus tôt, c'est le genre de gars à blâmer toujours quelqu'un d'autre pour ses erreurs. Il a parlé de sa tracklist et de sa musique, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son management. Pareil pour le commentaire chez Revolt TV. Après l'interview chez Revolt, il a dit « je ne veux plus faire d'interview ». Les médias ont tendance à manipuler, à changer mes mots, etc. Donc je ne veux plus donner d'interview. Or c'est lui qui a dit les choses et le média n'a fait que diffuser, mais en général c'est plus facile de blâmer le média. Donc tu as son premier album qui a été un échec, ça a été la faute de son management et de sa maison de disques. Le commentaire sur Tupac, c'est de la faute des médias. Et le fait qu'il n'ait plus de carrière et qu'il ait été drogué pendant une longue période, c'est de la faute de son management, en particulier de Stetco. Justement, le fait qu'il blâme comme ça encore une fois quelqu'un d'extérieur ne va vraiment pas l'aider et ça va contribuer à précipiter sa carrière encore plus vite dans les abîmes. Cette déclaration est la dernière grosse actualité de Lil Xan. Alors tout ce que j'ai pu voir récemment de lui, c'est que sur Instagram, il est encore très actif, il a une grosse communauté, donc je pense qu'il y a encore des petites choses à faire avec lui sur les réseaux sociaux en tant que célébrité, comme il le dit lui-même. Par contre, en termes de sous, je pense que ça doit être très compliqué pour lui. D'ailleurs, je crois qu'il est retourné vivre chez sa mère. De toute façon, c'est pas avec la musique en elle-même qu'il gagnait beaucoup d'argent, c'est plutôt avec les tournées. Et je ne pense pas qu'il ait été énormément booké, étant donné que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de hit. Donc, les fans de Lil Xan, si j'en ai dans ma communauté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a fait de récent. Mais en tout cas, une chose est sûre et une chose qui est très très positive, c'est qu'aujourd'hui, il est clean. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi, à ton avis, les n'ont pas réussi à durer? Arrête, t'en as quelques-uns qui étaient dans cette vague, hein. Kodak Black, 21 Savage, Lil Yachty, ouais, il a un très bon couplet dans le dernier album de Fabio Foreign d'ailleurs, faut le dire. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de rappeurs qui ont réussi à émerger depuis. Dis-moi en commentaire comment ça se fait. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Dis-moi aussi ce que tu penses de Lil Xan globalement. Est-ce que tu as aimé sa musique ou pas à l'époque? J'ai hâte de te lire. Encore une fois, n'oubliez pas de me mettre un like sur la vidéo, ça m'aide de fou, vraiment. Merci à vous, ceux qui prennent le temps de le faire automatiquement lorsque la vidéo commence. Donc merci. Et n'oubliez pas, le lien du Discord est dans la description. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions sur le site, sur le Discord, sur les projets à venir, n'hésitez surtout pas. Et surtout, suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. On a un vrai écosystème avec le Discord. Ça va être incroyable. On va faire des challenges. On a déjà des contenus pour les réseaux sociaux. On a d'autres qui vont encore arriver. Vous ratez des choses si vous n'êtes pas là-bas. Donc je compte sur vous. C'était Chris Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!